Christian Macarian, entre-t-on dans le dur de la négociation et entre-t-on dans le dur de la négociation parce que ça y est, Trump comprend que Poutine ne changera pas des buts de guerre initiaux et que tout ce qu'il voudra jusqu'au bout, ce sera la réduction, quoi qu'il en soit, de l'Ukraine? Alors, il y a de cela, mais il y a aussi le besoin absolu pour Trump, après avoir été aussi jusqu'au boutiste, de donner à boire et à manger à son propre camp. Au fond, on ne peut pas comprendre tout ce que fait Trump, y compris en matière d'immigration, y compris pour ce qui concerne la Russie, on ne peut pas le détacher de la stratégie gagnante qui lui a permis de remporter les élections haut la main. Non seulement la présidentielle, mais le Congrès et le Sénat, après le fait qu'il contrôle la Cour suprême, ce qui n'avait rien à voir avec les élections. Trump a compris qu'il fallait donner un point de vue extrême, suprémaciste, pour tout dire, pro-américain suprémaciste, à toutes ces interventions. Donc face à la Russie, il a besoin, avant de procéder à un certain nombre d'arrangements, de partir d'un point de vue maximal. C'est-à-dire, je ne me laisserai conter aucune histoire, je serai inflexible, et donc je préviens Poutine qu'il prend des risques s'il s'oppose à ce que je lui propose. En vérité, on n'est pas entré dans le fond du dossier. Poutine a adopté, lui le premier, bien avant l'élection de Donald Trump, un point de vue de non-concession absolue face à l'Ukraine, et c'est ça que Donald Trump a besoin de casser aujourd'hui, si j'ose dire, de desserrer le boulon qui est extrêmement serré, le boulon qu'a serré Poutine. Donc ce langage est destiné à entamer la négociation, sûrement pas à la faire aboutir sur ces bases-là. Bon, donc coup de pression classique quand on commence une négociation. Classique, surtout mais plus fort que à ce niveau-là, plus forte que d'habitude. Je voudrais quand même vous soumettre, on l'a fait tout à l'heure ensemble, les mots de Philippe Gély dans le Figaro, qui dit que Donald Trump a été mis en garde par les dirigeants européens et nombre de ses conseillers sur le risque d'apparaître comme un faible et de subir la même opprobre que Joe Biden pour son piteux retrait d'Afghanistan. Oui, avec une dimension supplémentaire, c'est que puisqu'il a décidé une guerre tarifaire et douanière très offensive contre la Chine, tout ce qu'il concédera sur le front ukrainien à la Russie sera scruté par la Chine concernant Taïwan. Donc il est littéralement sous observation. Là-dessus, sur le dossier ukrainien, Donald Trump s'est placé dans une seringue, dans un étau. Il a à la fois annoncé qu'il allait faire la paix en 24 heures. Aujourd'hui, il a déjà concédé que ça serait plutôt 6 mois. Rien nous garantit que ce sera 6 mois. Et puis de l'autre côté, il a la Chine qui le scrute en disant tout ce que vous lâcherez, vous, les États-Unis, aux Russes, c'est tout ce que nous pourrons envisager comme marge de manœuvre par rapport au dossier crucial qu'est Taïwan pour la République populaire de Chine. Peut-on imaginer un instant, Christian Macarian, qu'il décide de poursuivre l'aide à l'Ukraine pour maintenir le rapport de force avec Poutine? Je ne cède pas si facilement. Si tu ne bouges pas, moi, je continue comme avant. Là encore, il est dans un entre-deux. Il va baisser le montant des crédits considérables qui ont été accordés sous l'administration Trump. On est, sur l'ensemble des crédits accordés sous l'administration Trump, on est à plus de 100 milliards de dollars. Un élément apporté à l'Ukraine comme aide, sous des formes variées d'ailleurs. Parfois ce sont des lignes de crédit, mais il y a aussi des appuis financiers directs. Plus de 100 milliards de dollars. Donc les républicains ont fait campagne pour Donald Trump sur le thème « Nous allons réduire cette dépense ». Donc nécessairement, cette dépense va baisser. Il n'y aura plus 100 milliards de dollars dépensés sous les 4 années du mandat Trump. Ça, c'est clair et net. Pour autant, ça ne veut pas dire que Trump lâchera l'Ukraine. Et tout est là, dans cette marge. Pour l'instant, le camp républicain et les spécialistes tenaillent Trump sur le fait que la Russie ne peut pas sortir complètement vainqueur du deal final parce qu'il y aurait trop de conséquences. Je viens de parler de la Chine, mais aussi sur le marché de l'énergie, mais aussi par rapport à la sécurité de l'Europe. Trump ne peut pas à la fois dire aux Européens « vous devez payer plus pour le financement de votre défense et votre participation à l'OTAN » et de l'autre côté, lâcher les Européens face à la Russie.
il faut qu'il soit très cohérent pour obtenir son objectif principal, qui est l'augmentation de la contribution des Européens au fonctionnement de l'OTAN. Ma petite curiosité supplémentaire du matin, quand on voit ce coup de pression, attention sur le risque d'affaiblissement de la Russie s'il n'y a pas de mouvement de Poutine, imaginez-vous un instant qu'il puisse mettre une pression, une menace économique sur les épaules de Poutine, menacé notamment sur le dossier des exportations d'hydrocarbures. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait envisageable. Là, il serait très cohérent. Et j'ajoute qu'il l'a en partie fait. Parce que n'oubliez jamais, et Trump et M. Lavrov et M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, ne se sont pas privés de le faire. N'oubliez jamais qu'avant l'élection de Joe Biden, il y a eu, dans les derniers mois du premier mandat de Trump, un accroissement assez sensible des sanctions prises contre la Russie, des sanctions économiques. Et même Poutine l'a fait remarquer il y a quelques mois pendant la campagne de Kamala Harris, à l'époque où Kamala Harris montait et qu'il a semblé prendre ses distances avec Donald Trump. Monsieur Trump et Monsieur Peskov l'a rappelé, a évoqué le fait que pour lui, Trump ou Kamala Harris, c'était la même chose dans la mesure où Trump avait durci les sanctions économiques contre la Russie. Donc Trump a déjà fait ça. Il peut le refaire. Ça n'est pas un problème pour Trump. Dès l'instant où ça se situe sur le plan économique, tarifaire et douanier, il sait faire cela. Je vous laisse entrer dans la danse. Richard Verly, je vous voyais même prendre peut-être des petites notes. Oui, tout à fait. Je pense que, encore une fois, s'il arrive à déplacer le curseur Donald Trump sur le terrain économique, il le déplace sur son terrain. C'est le terrain qu'il maîtrise. Et aujourd'hui, en revanche, la situation militaire étant quand même défavorable à l'Ukraine, ce n'est pas le levier qu'il peut utiliser. Donc en disant... Et puis par ailleurs, il y a la force des images. Les Russes ont quand même accès à un certain nombre d'images. Et il a dit publiquement depuis le bureau ovale, Vladimir Poutine détruit la Russie. C'est quand même un message assez fort. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Et il ne va pas se priver de le répéter. Donc en faisant passer Vladimir Poutine pour le destructeur de son propre pays, alors que Poutine en prétend en être le sauveur, c'est aussi une arme qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est une manière de se mettre sur un terrain, je dirais, favorable, sachant que tout va dépendre aussi, pendant ce temps-là, quelle va être la situation militaire. Si d'aventure ça venait à se dégrader très rapidement, là, Donald Trump aurait un véritable problème. Est-ce que je peux ajouter un petit élément à notre équation, là, en ce moment? Regardez en bas de l'écran. On est passé à autre chose. Xi Jinping et Poutine ont échangé lors d'un appel vidéo. C'est le média d'État chinois qui le fait savoir. Rien d'anodin, rien de gratuit. Tout est calculé de le faire savoir dans cette séquence. Le lendemain d'investiture, on s'appelle et on le fait savoir. C'est comme la concession faite sur l'histoire de TikTok. On interdit TikTok, sauf si on peut contribuer au capital de TikTok. C'est une mesure de compensation destinée à montrer à la Chine que le dialogue est possible. Donc c'est un geste qu'a envoyé Trump à Xi Jinping. C'est clair et net. Donc il y a incontestablement chez Trump une différence entre le discours qu'il tient vis-à-vis de son électorat et celui qu'il tient sur le plan concret, diplomatique ou géopolitique international. Quel est le message envoyé par Xi Jinping et Vladimir Poutine en échangeant par vidéo et en le faisant savoir le lendemain de l'investiture de Donald Trump ? Le message est de dire il faut que Poutine se montre compréhensif et plus ouvert au dialogue, à mon avis. Ça veut dire quoi, votre analyse? Parce que je vous vois sourire et analyser ça, Valérie Nataf. C'est-à-dire que j'écoute nos échanges avec attention, mais je me dis que le cauchemar pour Vladimir Poutine, c'est la principale qualité, d'une certaine manière, de Donald Trump, on l'a dit et répété, c'est son imprévisibilité. C'est Volodymyr Zelensky qui avait fait cette analyse, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de dirigeants occidentaux dont on peut prévoir à peu près les réactions. Donald Trump, non. Xi Jinping l'a appris lui déjà. Il a été invité à la cérémonie d'investiture hier. Il n'est pas venu. Il a envoyé son vice-président. Et quant à Vladimir Poutine, entendre, comme l'a dit Richard Verly, à la télévision russe sans doute, Donald Trump, dire que Poutine est en train de détruire la Russie, il ne sait pas quelle est la suite avec Donald Trump. Qui peut vous dire quelle est la suite? Vous parlez de cohérence, Christian, peut-être, mais la première des cohérences de Donald Trump, c'est son incohérence, son inconstance, ou comment dire,
sa façon d'agir sur impulsion, même si tout cela est bien réfléchi. Oui, alors Richard Verdier et Marlène Schiappa, je vous vois réagir tous les deux. Je rappelle juste que son émissaire pour le conflit ukrainien, qui est un ancien général, Keith Kellogg, devait aller en Ukraine, il n'y est pas allé pour l'instant. Et que par ailleurs, l'administration Trump, on le voit bien avec tous ses décrets, elle est beaucoup mieux préparée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016. Donc il a toute la batterie d'indicateurs sur la situation de la Russie aujourd'hui, Donald Trump. Donc on voit bien qu'il prépare le terrain, ce qui est plutôt, pour le coup, assez professionnel de la part d'un nouveau président américain, pour savoir quel sera le meilleur levier pour obtenir le maximum de concessions de Poutine. Marlène Schiappa ? Oui, je dirais qu'on voit en fait avec Donald Trump comme avec Vladimir Poutine cette nouvelle ère des autocrates dont on a parlé, dans laquelle ils sont effectivement complètement imprévisibles. Mais je dirais même au-delà, je dirais qu'on a quitté le domaine du rationnel. On est là face à Donald Trump comme avec Vladimir Poutine, dans des personnes qui ont un ego extrêmement fort, qui mettent les questions d'intérêt général et d'équilibre des enjeux mondiaux très très loin dans leur top liste de priorités après leur propre rayonnement et leur propre communication personnelle et leur propre leadership entre guillemets. Donc ça va être extrêmement difficile dans ce monde irrationnel. Un ambassadeur m'avait dit, quand je débutais au gouvernement il y a quelques années maintenant de cela, m'avait dit, vous savez, on a perdu une négociation diplomatique quand on oblige l'interlocuteur à sortir son drapeau. C'est-à-dire quand on va trop loin dans l'humiliation ou dans le fait de dire j'ai gagné, tu as perdu, etc. On va l'obliger à sortir son drapeau et à aller chercher des alliés ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas gagné la négociation diplomatique. Donc je dirais que Donald Trump peut-être a ses raisons de faire un peu ce coup de pression, ce coup de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais comme on est dans un domaine irrationnel et avec des gens imprévisibles, on ne sait pas comment il peut réagir. Et comment pourrait réagir Poutine face à ces déclarations, en effet ? On s'arrête sur cette question-là, parce qu'il a fait savoir juste avant l'investiture que lui, il était ouvert au dialogue pour une paix durable. On apprend dans une interview par son conseiller Patrouchev que vraiment il ne veut voir qu'un homme autour de la table, c'est Donald Trump. C'est vrai qu'on sait qu'on est dans un jeu de posture de guerre de communication à nouveau, encore et encore et encore, mais aidez-nous à décrypter peut-être. Il est favorable au dialogue à condition qu'on parte du caractère absolument intangible de ses propositions. Il faut bien comprendre le langage de Poutine. Il considère que la base de départ et le point d'arrivée, c'est son point de vue, c'est-à-dire concession territoriale de l'Ukraine, neutralité de l'Ukraine et non-adhésion à l'OTAN spécifiée de façon claire et nette. Ça fait quand même beaucoup. Donc Poutine, de mon point de vue, n'a pas du tout bougé. La question, c'est, et là il y a une habileté de Trump, de le déstabiliser dans son inflexibilité. De le déstabiliser en lui montrant que le monde bouge, que les États-Unis de Trump ne sont pas aussi défavorables et ne tiennent pas un langage aussi dur que l'administration Biden à l'endroit de la Russie, mais que néanmoins la Russie doit faire un pas, et que de l'autre côté, la Chine s'en mêle. Ça, c'est quand même très intéressant. Si Xi Jinping communique avec Poutine, c'est sûrement pas pour lui dire il faut tacler Trump et lui opposer une forme de non-recevoir catégorique. Enfin, c'est évident que non. Donc, il y a une espèce de tectonique des plaques qui est en train de bouger. Ça n'est pas nécessairement favorable à Poutine. Et donc Trump, qui dit vouloir être pacificateur, unificateur, on va le réécouter avant d'en parler ensemble juste après. L'héritage que je lèguerai et dont je serai le plus fier sera celui d'un faiseur de paix, d'un unificateur. C'est ce que je compte être. Il faut aucune paix. Et donc, alors, je pense qu'on vous a peut-être entendu, vous avez réagi immédiatement, il n'a jamais fait aucune paix. Non, ce n'est pas un peacemaker, ce n'est pas un faiseur de paix, c'est un faiseur de deals. C'est pas pareil. Il conclut des accords superficiels. C'est pourquoi Poutine a eu cette phrase qu'on a soulignée tout à l'heure et qu'on a rediffusée tout à l'heure. Poutine a dit il ne s'agit pas d'un accord temporaire avec l'Ukraine. Poutine y a mis une certaine perfidie, sans doute en pensant aussi à ce qui s'est passé entre Israël et le Hamas, qui est éminemment temporaire, éminemment fragile, éminemment rediscutable à tout moment. Donc, Poutine ne veut pas de cela. C'est une manière de rappeler le caractère, encore une fois, inflexible de la position de départ russe. C'est exactement ça que Trump essaie de briser. Il y a, si vous voulez, une dalle de béton qu'a coulé Poutine sur la question ukrainienne. Et M. Trump essaie
de faire vibrer le béton pour qu'il apparaisse un certain nombre de fissures. Mais vous dites pas pacificateur, businessman. Vous dites qu'il veut pas la paix, il fait des deals. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que la paix peut éventuellement sortir d'un deal. Il faut quand même le noter, c'est possible. Après tout, le commerce, et c'était d'ailleurs toute la théorie du libre-échange et de la mondialisation, le commerce normalement favorise plutôt la paix. Donc, mais en même temps, Trump, il est protectionniste. Donc il y a une contradiction dans les termes. Si vous êtes protectionniste, vous augmentez les frictions internationales. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je suis très curieux de ce qu'il va dire dans son allocution qui sera à distance, en visioconférence au Forum de Davos, jeudi. Le Forum de Davos a lieu en ce moment même. Zelensky interviendra aujourd'hui, ce mardi. Trump interviendra jeudi. Ce sera intéressant parce qu'il sera à coup sûr interrogé sur la Russie. Et je pense qu'on aura d'autres éléments. Sur Trump, j'invite tout simplement, très brièvement, à observer tous les dossiers dans lesquels il a prétendu faire la paix. Il n'y a eu que des trêves, que des pauses, mais aucune forme de paix. Donc dire qu'il est un faiseur de paix, c'est une autoproclamation de sa part, certes, mais rien n'a été démontré. Regardez la Corée, regardez le Moyen-Orient, les accords d'Abraham devaient tout pacifier. On a eu le 7 octobre et le massacre qui a suivi. On a aujourd'hui une trêve, un cessez-le-feu provisoire, disent les autorités israéliennes toujours méthodiquement. L'adjectif provisoire étant très important. Il y a la paix nulle part. Il y a des arrangements, d'où le deal. Et selon vous, quelle sera la place? C'est pas une obsession, Elon Musk, mais c'est une vraie question. Et il mène aussi une diplomatie parallèle, on le sait, Elon Musk, depuis un bon bout de temps, à coup de deal aussi avec les satellites, etc. Quelle sera la place ou non d'Elon Musk dans ces discussions, selon vous? Marlène Schiappa, Christian Macarian. Non, c'est vrai qu'il y a une diplomatie économique qui se met en place. Et d'ailleurs, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais on l'a vu lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, la présence de tous ces grands patrons américains, mais aussi français, européens, mondiaux, finalement. Et Donald Trump, c'est avant tout un businessman. Et il s'est accoquiné, oserais-je dire, avec Elon Musk, qui, au-delà de son rôle à l'agence de simplification de l'État, etc., a évidemment ce rôle d'ambassadeur dans le monde économique. Et à ce stade, je dirais que cette diplomatie d'entreprise à entreprise, de pays à pays, en passant par des voies différentes de celles que l'on utilise habituellement et en allant chercher... C'est un homme d'affaires qui est allé faire le deal pour l'accord sur le cessez-le-feu à Gaza. Absolument. Et ça fait partie de ce qui change dans ce monde-là. Oui, Stephen Witkoff, c'est à lui que vous faites allusion. C'est effectivement un magnat de l'immobilier qui a pris en tête-à-tête Netanyahou et qui lui a dit maintenant il faut une libération d'otages. Avant l'investiture de Donald Trump, c'est une obligation. Et c'est comme ça que les choses se sont passées, d'après ce que l'on sait. Mais je pense que la carrière de Musk, qui ne fait que débuter au plan international géopolitique, marque quelque chose de tout à fait essentiel. On est passé de la géopolitique à la géoéconomie. Et Trump incarne, facilite, favorise cette évolution. Désormais, les grands équilibres et les grandes masses économiques font que, par exemple, ces grandes entreprises qu'on appelait autrefois les GAFA ou les GAFAM, terme qui est presque suranné tellement il est dépassé aujourd'hui par la réalité, ont des budgets parfois très supérieurs à des États, même d'une taille estimable. En tout cas, ils ont beaucoup plus de puissance. N'oubliez jamais la force géopolitique issue de sa force géoéconomique qu'a développé Monsieur Musk en Ukraine en prêtant Starlink aux Ukrainiens, ce qui leur a permis de tirer des missiles et d'organiser à partir de 2022, du milieu de l'année 2022, la réplique aux Russes. Une partie des difficultés de l'armée russe et l'arrêt de l'offensive russe en Ukraine en 2022, c'est quand même Monsieur Musk qui l'a favorisé. J'évoquais moi-même la question des satellites. Oui, allez-y, Valérie. J'entends ce que vous dites sur géopolitique et géoéconomie, mais quand on voit agir Elon Musk et quand on voit ses posts sur son propre réseau social, je me dis qu'en fait, Elon Musk, ça permet à Donald Trump de faire un certain nombre de choses sans forcément incarner cela. Les ingérences de Elon Musk dans la politique allemande, britannique et même française, c'est tout ce que Donald Trump ne veut pas faire, garder une certaine hauteur. D'une certaine manière, Elon Musk, c'est son double, et c'est son double libre
de toute contrainte constitutionnelle. Et donc, de cette manière, je trouve que Musk est, pour répondre à votre question, oui, une forme de danger pour la démocratie, beaucoup plus que Donald Trump. Je voudrais qu'on parle maintenant de la signature de ces fameux décrets, des dizaines de décrets qui ont été signés par Donald Trump. Il l'avait promis, il le fait, mais avec force, image et communication. Ceci dit, c'est sa spécialité. Regardez les piles de parapheurs face à lui, ça c'est dans le bureau ovale. Mais c'était pas la seule séquence pour envoyer le message et à son peuple et au monde. Il s'est planté avec la chaise en cuir et le bureau en bois, au milieu du stade avec ses supporters, pour signer encore quelques parapheurs devant leurs yeux et sous les applaudissements. Des dizaines et des dizaines de décrets ont été passés, des dizaines et des dizaines d'autres sont attendus très certainement. Les images et le son d'ailleurs, regardez. Vous imaginez Biden faire ça ? Moi non.